Bonjour à tous. La météo politique annonce un combat titanesque lors du contentieux post-électoral. Joshua aussi et Cabral-Libby exigent l'annulation générale de l'élection présidentielle. Le candidat du SDF s'insurge contre ce qu'il considère comme la non-participation des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à cette élection présidentielle. Le candidat du Parti Univers déplore le manque de transparence et de crédibilité de ce scrutin présidentiel. Et cette semaine, la Nouvelle Expression a révélé des irrégularités et des couacs qui ont entaché ce scrutin. Des évêques ont enfoncé le clou en dénonçant à la une du Messager des fraudes massives. Par contre, Cameroun Tribune souligne le satisfecit des observateurs électoraux internationaux sur le bon déroulement de cette élection présidentielle. Et coup de théâtre, ces prétendus observateurs sont accusés d'usurper l'identité de Transparency International, une organisation qui n'a jamais envoyé une mission d'observation électorale au Cameroun. Quel était l'agenda caché de ces observateurs qui ont tenté de manipuler l'opinion publique? Le journal Essingan parle d'une gaffe du ministre de l'Administration territoriale à propos de ces observateurs. Pour Info Matin, Maurice Kamto joue avec le feu. Ce journal estime qu'il a violé la loi portant code électoral en s'autoproclamant vainqueur de l'élection présidentielle. Repère va plus loin en dénonçant et en déplorant le suicide politique de Maurice Kamto. Pourtant, le Messager voit à travers sa sortie médiatique un coup politique et non une entrave à la loi. La revendication de cette victoire observée dans plusieurs camps politiques a également suscité des réactions dans le quotidien de l'économie qui note que les différents bastions politiques ont franchi la ligne rouge. Et à ce sujet, au-delà des appels au calme et au respect de la déontologie, d'aucuns s'interrogent pourquoi la méthode de Kamto cristallise autant de batailles politiques et juridiques post-électorales. Qu'est-ce qui explique cette montée inquiétante du tribalisme autour de ce débat après l'élection présidentielle? Ces questions sur l'avenir du Cameroun, qui se dessine également à travers l'élection par consensus de la ministre rwandaise des Affaires étrangères à la tête de la francophonie. Cette organisation est-elle réellement au service des Africains? Ces questions brûlantes d'actualité constituent, mesdames, messieurs, l'ossature de droit de réponse dimanche. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière et les analyses effectuées par des hommes politiques de premier plan, des experts de haut niveau et des journalistes de renom conviés sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois ce dimanche le bâtonnier Charles Chungo. Bâtonnier, bonjour. Bonjour, monsieur Noufelet. Je dis bonjour à vos téléspectateurs et à mes copanélistes. Je vous en prie, allez-y. Je vais seulement dire que j'espère que dans ce tohu-bohu qui a envahi la scène politique camerounaise, nous avons à cœur d'apporter à vos téléspectateurs des éclaircissements pour qu'ils se fassent eux-mêmes une idée sur la vérité de ce débat qui pollue notre vie politique. Vous avez dirigé l'Ordre des avocats entre 2006 et 2010. Bonjour monsieur Noufelet et merci pour votre invitation. C'est un plaisir de partager avec vous quelques lumières sur l'actualité brûlante de ces derniers jours. Je salue vos nombreux téléspectateurs et vous êtes mes copanélistes. Avocat au barreau de Cameroun, militant engagé au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Également invité sur ce plateau et encore attendu, Hervé Emmanuel Nkom, qui est membre titulaire du comité central du RDPC. Un cinquième invité également qui sera présent ce soir, ce dimanche après-midi, c'est le professeur Michel Tekam, militant également engagé au sein de l'UPC et analyste politique. Mais avant qu'il ne puisse s'exprimer, avec vous, Edmond Kamgia, on ouvre avec vous ce chapitre consacré au contentieux post-électoral. Pourquoi la presse s'est particulièrement appesantie sur les recours introduits par Cabral-Libby, Joshua aussi et Maurice Kamto? Oui, il faut dire que cette élection présidentielle s'est finalement déroulée le dimanche 7 octobre 2018. Et très vite, à partir du lundi suivant, il y a eu la sortie d'un des candidats qui a suscité beaucoup de débats au sein de la classe politique, au sein de la société civile, dans les médias. Et on a vu très rapidement la réaction
des proches du candidat du parti au pouvoir qui ont réagi dans le sens de condamner tous azimuts la sortie de Maurice Kamto. C'est pour cela que la presse s'est intéressée d'abord à la sortie de Maurice Kamto et ensuite à tout ce qui s'en est suivi. C'est-à-dire très vite les recours en annulation partielle de Maurice Kamto, les recours en annulation totale de deux des candidats, Yoshua aussi du SDF et Cabral Libi du Parti Univers. Il faut dire que ces recours-là, puisque nous rentrons pleinement dans le contentieux électoral ou post-électoral, s'il faut être plus précis, cela rend il a la possibilité de les rejeter si ces recours sont irrecevables, si les moyens et les faits allégués ne figurent pas dans ces recours, mais également si ils ont le sentiment, non, le sentiment n'est pas le mot approprié, si ils ont, sur la base des documents qu'ils ont reçus, de la requête qu'ils ont reçue, la certitude que il y aura pas d'incidence sur le fait qu'il n'y aura pas, si ce qui a été demandé par le candidat n'aura pas d'incidence sur les résultats de l'élection. Alors ils peuvent également rejeter. Nous en parlerons. Et là, c'est très intéressant. De l'actualité, nous savons que le recours du professeur Maurice Kamto auprès du Conseil constitutionnel est un recours en annulation partielle des élections, qu'il faut distinguer du recours en annulation totale. Et ce recours en annulation partielle vise un certain nombre de bureaux de vote répartis sur certaines régions de notre pays, notamment la région du nord-ouest, du sud-ouest, de la Damawa, de l'est, du sud et de l'extrême nord. Il s'agit en fait de dénoncer un certain nombre d'agissements constitutifs de fraude massive et barbare qu'on a pu constater lors de ce scrutin présidentiel du 7 octobre. Il s'agit également de dénoncer y compris les comportements qu'Elekam, censé être l'arbitre impartial de ce scrutin, des comportements qu'Elekam a affichés et qui montrent clairement qu'il y avait une sorte de parti pris. Il s'agit également de dénoncer l'attitude, notamment du média de service public, qu'est la CRTV, qui a bien entendu, et tout le monde l'a constaté, donné la part belle à un candidat, le candidat sortant. Un certain nombre d'autres irrégularités dans les bureaux de vote, au cours du dépouillement. On a bien vu que dans certaines régions du Cameroun, les membres des commissions locales de vote mandatées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, c'est-à-dire les représentants dans les bureaux de vote, ont été carrément jetés dehors. On a également vu que c'est comme si l'administration s'était passé le mot pour empêcher aux partis politiques de l'opposition de constater les fraudes qui auraient lieu ce 7 octobre-là, parce que voyez-vous, pour poser un acte d'huissier un jour férié comme le dimanche, il faut au préalable solliciter une autorisation du juge des requêtes. Et on a bien observé qu'à toutes les requêtes qui ont été formulées précédant le scrutin pour obtenir des présidents des juridictions susvisées, les autorisations afin de procéder aux constatations éventuelles au jour du vote, tout ont été rejetés systématiquement. Donc, on a comme pas le sentiment, mais on dit sentiment parce qu'on est mesuré. On a le sentiment effectivement qu'il y a toute une orchestration qui a été mise en œuvre précédant le scrutin, pendant le scrutin et même après le scrutin, pour d'une part empêcher que d'abord les candidats de l'opposition puissent même simplement prouver qu'il y a eu des actes de fraude. Ensuite, ces actes-là, nous en conviendrons tous, ne sont pas de nature à garantir un scrutin libre, transparent, juste et équitable. Justement, cette crédibilité du scrutin présidentiel remise en cause par un autre candidat, Cabral Libi du parti Univers. Sur ce plateau, avec nous, le professeur Michel Tekam. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi cette semaine comment 3 candidats à l'élection présidentielle contestent le déroulement de ce scrutin. Ils en demandent l'annulation, soit partielle, soit totale pour certains. Comment appréciez-vous ces recours qui sont introduits à la lumière de votre observation sur le déroulement de cette élection présidentielle? Personnellement, les fraudes orchestrées par le RDPC, pour moi, ne datent pas d'aujourd'hui. Le RDPC a mis en place, en tant que parti État, une machine à frauder
une machine, une industrie de fraude qui lui permette de gagner les élections et de rester au pouvoir. Donc il n'y a rien pour moi de nouveau. Alors, quand même, il y a des illustrations qui sont évoquées pour cette année 2018, alors que les différents candidats avaient annoncé à l'opinion publique la présence des milliers de scrutateurs à travers le triangle national. Ils se plaignent de ce que ces scrutateurs n'ont pas eu l'autorisation, n'ont pas eu accès à plusieurs centres de vote. Pourtant, ils disposaient des documents qui leur permettaient d'y avoir accès. Vous savez, Cédric, moi j'ai une autre lecture de ce scrutin-là. Laquelle? Pour ma part, je savais que ça ne servait à rien d'y aller. Et pour moi, le vainqueur de ce scrutin, c'est l'abstention. Parce que en 1992, il y avait presque 10 millions de votants. Aujourd'hui, presque 26 ans plus tard, on a enregistré 6 millions et demi. Ça veut donc dire que le peuple camerounais se désintéresse du jeu électoral organisé par le RDPC. Et la preuve en est que non seulement les événements qui se déroulent dans le nord-ouest et le sud-ouest ont perturbé les élections, mais dans la partie francophone, il n'y a pas eu beaucoup de monde dans les urnes. Alors, ce qui veut tout simplement dire que, pour moi, c'est l'abstention qui a gagné. Il faut préciser qu'environ 6 millions d'électeurs étaient attendus le dimanche 7 octobre 2018 pour cette élection présidentielle. Et le taux de participation reste encore attendu de façon officielle. Bâtonnier Charles Tchongan, quelle est votre analyse de ces recours qui sont introduits par ces trois candidats à l'élection présidentielle? Certes, les motifs de façon exhaustive ne sont pas encore complètement connus. Non, je veux dire que lorsqu'on écoute les candidats, les recourants, on a comme l'impression qu'ils sont surpris par ce qui leur arrive. Moi, je pense que lorsque on va à une élection présidentielle, c'est un peu comme si on allait à une élection municipale ou législative. Il faut acter de ce qu'il y a une circonscription unique, elle est nationale. Donc, par conséquent, il faut pouvoir se préparer pour couvrir l'ensemble du territoire national. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que, comme les candidats n'ont pas l'habitude de se faire accompagner par les experts et les sachants, on se rend compte que ici et là, il y a eu quelques requêtes qui ont été introduites pour demander l'autorisation de faire constater les fraudes. J'ai vu également l'argumentaire du juge. Le juge dit, mais moi, je n'ai pas à vous autoriser à constater les fraudes. Ce qu'il fallait demander au juge, c'est d'autoriser des huissiers à acter en dehors des heures légales. Nous avons l'habitude de le faire en matière d'adultère, n'est-ce pas? Puisque l'adultère est constaté en dehors des heures légales la nuit. Donc, par conséquent, vous avez besoin que le juge autorise l'huissier, n'est-ce pas, à poser des actes en dehors des heures légales. C'est à constater qu'il faudra dans tel ou tel... C'est une entrave pour employer les formules consacrées, n'est-ce pas, à l'exercice de cette liberté fondamentale qu'est le droit de chaque citoyen de pouvoir choisir, n'est-ce pas, ses dirigeants. Mais non, voyez-vous, je ne vais pas entrer dans ce débat juridique sur l'annulation totale ou l'annulation partielle, parce que finalement, on va créer une autre polémique qui ne servira à rien du tout. Je considère que tous ceux qui sont allés à cette élection, tous, ils ont signé une attestation sur l'honneur dans le dossier, une des pièces du dossier. C'est une attestation sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à respecter les lois et règlements qui régissent cette élection-là. Ce code électoral, tout le monde le connaît. Donc, je suis surpris que les gens soient surpris qu'ils aient pu trouver des entraves dans l'application de ce code électoral. À partir du moment où vous êtes engagé sur l'honneur de respecter le code de bonne conduite, dans le cadre des textes actuels, je ne dis pas qu'ils sont parfaits. On peut les améliorer, mais pour l'heure, le fait de n'avoir pas respecté cette déclaration sur l'honneur est une violation d'un principe de bonne conduite que l'on observe dans tous les pays. Donc, par conséquent, qu'on n'attende pas de moi pour des raisons, je ne sais quoi, que je penche pour tel ou tel candidat parce que je veux faire plaisir aux gens. J'ai dit tout simplement, tous savaient quelles étaient les règles du jeu dès le départ. Tous. Donc, le fait pour certains candidats d'avoir violé ces règles-là est une faute Nous en politique. Parlerons, Maintenant, en ce qui concerne, puisque vous insistez sur les recours, moi, je pense que nous entrons dans un débat constitutionnel où tous les constitutionnalistes savent
que notre Constitution a mis en place un système de contrôle de la constitutionnalité des lois qui donne au Conseil constitutionnel des pouvoirs sans recours. Il n'y a pas de recours. Quand le Conseil constitutionnel a eu acté, il n'y a aucun recours. Mais j'entends de certains dire qu'ils vont recuser les membres du Conseil. Bon, vous allez recuser les membres du Conseil devant qui? Devant le propre Conseil constitutionnel. Donc il appartiendra à chaque membre de savoir s'il se recuse ou pas. Et s'il ne se recuse pas, ça s'arrête là. Donc je pense qu'il faut réfléchir à améliorer notre système électoral pour l'avenir. Parce que tel que c'est parti, c'est fini, c'est terminé. Justement, moi je considère que ce sont des agitations post-électorales qui, pour les uns, c'est pour justifier peut-être des alliances qu'on a passées. Pour d'autres, c'est pour prendre date pour l'avenir. Mais enfin, attendons, c'est dans quelques jours, le Conseil constitutionnel va se prononcer. Et c'est mardi prochain, justement, et je vous le dis, sans violer, n'est-ce pas? Que les candidats à l'élection présidentielle n'ont fait qu'exploiter les outils que leur offre le code électoral. Dans le domaine du contentieux électoral, il est prévu des recours en annulation partielle ou totale. Ensuite, je suis parfaitement d'accord avec vous lorsque vous avez donné les éléments de l'article 136 du code électoral, que le Conseil constitutionnel, que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours en ce qui concerne notamment les opérations électorales, les résultats d'élections présidentielles et les candidatures. Maintenant, sur la question, M. Noufele, vous voulez savoir comment la presse a analysé ou présenté les candidats avant l'élection présidentielle. Les cas patents d'irrégularité durant cette élection présidentielle. Oui, vous savez, les médias privés, pour l'essentiel, ont donné l'information en tenant compte des arguties, des arguments développés par les différents candidats. Quand il s'est agi tantôt de recours en annulation partielle ou alors qu'il s'est agi du recours en annulation totale. Mais il y a eu à côté des commentaires. Et dans les commentaires, c'est là où il y a des divergences selon les lignes éditoriales des médias qui ont présenté cette information. Si vous allez par exemple dans les médias d'État, notamment Cameroun Tribune, eux ils mettent davantage l'accent sur le fait que les élections se sont bien déroulées dans l'ensemble et qu'on n'attend plus que les résultats qui seront arrêtés et proclamés par le Conseil constitutionnel. Eux ils ne mettent pas, les médias d'État ne mettent pas davantage, ne mettent pas beaucoup l'accent. Ils donnent l'information sur les recours, mais ne les commentent pas assez. Ils attendent les résultats qui vont confirmer vraisemblablement un candidat que je ne citerai pas sur ce plateau. Les médias privés, pour l'essentiel, développent, argumentent, sortent même, puisque beaucoup, il faut le rappeler, y compris nous-mêmes, nous avons été sur le terrain, nous avons constaté effectivement des irrégularités, parmi lesquelles celles que citait M. le bâtonnier, c'est-à-dire c'est le matin, le jour des élections qu'on a affiché les listes devant les bureaux de vote. Citez-nous les irrégularités, pourquoi on en parle? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes plus dans la campagne est terminée. On est en train de non, c'est pas la campagne, M. Bâtonnier. Je dis les faits. Je présente les faits. Il y a des irrégularités qui viennent en récurrence. Oui. Bourrage des urnes. Bon, oui. Il faut établir le bourrage des urnes. Oui. Vous savez que il y a des techniques simples. J'ai dit sur ce plateau que nous allions dans une élection avec un fichier électoral connu. Nous savions au départ quel était le fichier électoral de l'ECAM. Le professeur a dit tout à l'heure qu'effectivement, on voit les élections antérieures. Il y a moins d'électeurs que lors de la précédente élection. Tout à fait. Mais il y a eu également une transhumance de l'électorat, des zones du sud vers le nord. On a vu près de 400 à 600 000 électeurs changer, n'est-ce pas, de site. Non pas parce que ils ont disparu, parce que les électeurs du Sud, après le changement des types de cartes électorales, ne se sont plus intéressés, ne sont plus allés s'inscrire. Donc, par rapport de conséquent, le vivier électoral du principal parti, aujourd'hui au pouvoir, a été renforcé en ses capacités. Lorsque vous prenez ce fichier électoral, maintenant, la question qui va se poser au contentieux, c'est de savoir si le fichier électoral, n'est-ce pas, de l'ECAM, a été violé. Si vous prenez par exemple le nombre d'électeurs inscrits dans une circonscription partielle, comme le Nord ou le Grand Nord, et vous vous rendez compte qu'il y a plus de votants que d'inscrits, là il y a problème. Effectivement. Vous comprenez? Effectivement. Mais ça, il vous faut le fichier électoral de l'ECAM en même temps que le fichier des inscrits dans ces contrées-là. Et c'est un travail qui ne se fait pas la veille du contentieux. Pendant l'élection. Oui. Et à ce moment-là, la commission électorale locale est chargée de les régler. Si elle ne les règle pas, elle dresse procès verbal. C'est-à-dire qu'en réalité, l'électeur doit avoir des mandataires qui soulèvent à chaque étape des incidents
pour vous les faire acter dans les Et vous avez souligné justement les circonscriptions électorales du Grand Nord, là où il y a une contestation de la part du MRC. Maître Roland Ndiou, quelles sont les irrégularités que vous avez observées, vous, au sein du MRC, concernant le déroulement du scrutin présidentiel dans le Grand Nord, là où vous êtes en train, votre parti du moins, le candidat du MRC est en train de contester le déroulement de cette élection? Merci de me donner la parole sur cette question très très précise, mais permettez-moi avant, s'il vous plaît, de revenir sur 2 ou 3 points, à la suite du bâtonnier Charles Chungan ici présent. Tout à l'heure, on a parlé du fichier électoral, et le bâtonnier s'offusquait de ce que le fichier électoral est disponible pour tout le monde à l'avance, et qu'il servirait de base de comparaison entre avant l'élection et les résultats probables qui risquent d'être proclamés par le Conseil constitutionnel mardi. Alors, je voulais faire justement observer que le texte du code électoral impartit 72 heures au recourant pour saisir le Conseil constitutionnel. Et vous êtes tous d'accord avec moi, malgré le fait que ce ne sont pas des résultats officiels, la Commission nationale de recensement général de vote n'a probablement fini son travail que hier soir, c'est-à-dire largement après le délai imparti au recourant pour saisir le Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'en fait, par hypothèse, vous êtes dans une situation où les éléments sur la base desquels vous pouvez faire votre contentieux ne sont pas disponibles au moment où vous saisissez le Conseil constitutionnel. Vous n'avez que 72 heures. Si la Commission nationale de recensement général de vote table samedi sur un fichier électoral différent de celui qui est censé être publié 8 jours avant, qui n'a finalement été publié que le matin du scrutin, comment vous faites, vous, le recourant, pour savoir cela 72 heures juste après le scrutin, pour indiquer cela dans votre recours? Alors, ça me ramène à la question du code de bonne conduite, c'est-à-dire du respect de la règle. C'est de quelle règle qu'il s'agit? Il faudrait qu'on en parle. Est-ce que la règle en matière électorale au Cameroun, c'est le code électoral? J'aimerais indiquer que le code électoral, c'est la loi. Ce n'est pas le droit positif. Le droit positif, c'est la règle de droit qui a vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce et qui est en vigueur. Or, dans le cas du Cameroun, il se trouve, et j'aimerais le souligner que, à part le code électoral, il existe d'autres instruments juridiques qui ont valeur de droit positif, qui peuvent entrer en ligne de compte dans le contentieux post-électoral. Et ces dispositions sont parfois des dispositions de la Constitution elle-même, mais aussi des instruments internationaux que nous avons souverainement ratifiés. Et j'aimerais indiquer ici que le Cameroun a ratifié la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la CADEC, qui en matière d'élections pose un certain nombre de standards que les États partis à la Charte doivent s'engager à respecter pour garantir des élections justes, libres, transparentes et équitables. Alors, lorsque la CADEC, par exemple, prévoit une règle de transparence et que le code électoral prévoit une règle de non-transparence, la question que j'ai envie de me poser en tant que juriste, c'est de savoir quel est le droit positif applicable en l'espèce. Et c'est bien que ce soit le Conseil constitutionnel qui soit saisi. Parce que s'il faut classer les règles de droit selon la hiérarchie des normes juridiques que nous connaissons tous, si la Constitution est au sommet, le juge constitutionnel lui aussi est au sommet. C'est-à-dire qu'il revient justement et précisément au Conseil constitutionnel de faire preuve d'impartialité. Et faire preuve d'impartialité suppose qu'il fasse son travail de vérifier, y compris la constitutionnalité de certaines règles qu'aujourd'hui on veut appliquer les yeux fermés. C'est-à-dire qu'on a souvent comme l'impression qu'au Cameroun, on fait souvent un excès de légalisme lorsque ça arrange un certain nombre d'acteurs et qu'on refuse de lire la même loi lorsqu'elle dit le contraire. Et je finis en indiquant simplement que aujourd'hui au Cameroun, on veut faire avaler aux gens que si le résultat qui est dépouillé en public dans le bureau de vote est rendu public dans le même bureau de vote selon l'article 113 du Code électoral, si ce résultat-là connu de tout ce beau monde est contraire, advient à être contraire à celui qu'on verrait sur un PV, 15 jours plus tard, on veut que les Camerounais se disent ce qui prime, c'est le PV. C'est-à-dire qu'on a consacré une légalité formelle
qui peut contrevenir, qui peut contredire la légitimité populaire, la légitimité électorale? Et concernant justement ces résultats qui ont été obtenus au soir du 7 octobre dans les différents bureaux de vote du Grand Nord, là où le candidat du MRC conteste bien sûr les résultats et la qualité du déroulement du scrutin, quelles sont les irrégularités que vous avez observées? De manière ramassée, on peut par exemple indiquer le fait que les mandataires du MRC ont été manu militari expulsés des bureaux de vote. On peut indiquer le fait que les bulletins du MRC ont quasiment disparu de certains bureaux de vote. On peut indiquer le fait que plusieurs personnes ont voté plusieurs fois. Il y a également le fait que certaines personnes se sont crues obligées de monnayer le vote contre le MRC parce qu'ils s'assuraient que les électeurs leur amènent les bulletins du professeur Maurice Kamto à l'extérieur contre rémunération, ou pas d'ailleurs parfois, parce que dans certains cas, c'était pas la rémunération, c'était la menace. C'est-à-dire que vous aviez carrément intérêt à revenir montrer le bulletin de vote du MRC, sinon il pourrait y vous arriver malheur. Donc un certain nombre d'irrégularités de cette nature-là. Il y a aussi des irrégularités précédant le scrutin, et là je reviens encore à ce que le bâtonnier a dit tout à l'heure. C'est le directeur de campagne de ces verbaux de constat. Peut-être que tout à l'heure, pour des besoins de pédagogie, je ne suis pas rentré dans les détails techniques, mais évidemment, et je suis d'accord avec le bâtonnier là-dessus, les requêtes qui sont adressées ne visent pas à demander au juge de nous autoriser à constater les fraudes. Non. C'est demander au juge de nous d'autoriser des huissiers de justice à poser des actes le jour du vote. Et nous le faisons en contexte électoral. Donc, il faut motiver sa requête. Et il faut donc expliquer au juge pourquoi on veut que les huissiers puissent poser les actes du... Tension record dans la région du Nord-Ouest. Professeur Michel Tekam, selon ce journal, les populations de cette région n'ont presque pas participé au vote. Selon vous, quel est l'impact d'un tel constat sur l'organisation de ce scrutin présidentiel? Il n'y a pas que dans le Nord-Ouest. Dans le reste du Cameroun, il y a eu beaucoup d'abstention. Je pense que les chiffres seront publiés et vous verrez que, effectivement, j'ai raison de dire que c'est l'abstention qui a gagné. Et il faut le prendre même au point de vue intérêt que les populations portent à la chose électorale au Cameroun. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1992, il y avait près de 10 millions d'électeurs. Aujourd'hui, vous en comptez 6 millions. Ça veut donc dire qu'il y a une désaffection manifeste des populations camerounaises pour la chose électorale. Pourquoi? À cause justement de la récurrence des irrégularités, à cause du fait que, à mon humble avis, le parti État a une machine à frauder qui lui permet de gagner. Donc je pense que le taux d'abstention que l'on enregistre cette fois-ci explique encore cette désaffection du peuple pour la chose politique. Mais il y a une particularité, bâtonnier Tchongan, avec ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Plusieurs fois, les candidats à cette élection présidentielle ont attiré l'attention des LECAM sur les mesures à prendre afin de faire participer ces populations, afin qu'elles puissent elles aussi exercer leur droit de vote. Et manifestement, selon la presse, très peu d'électeurs de ces différentes régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest se sont mobilisés pour cette élection en raison du contexte sécuritaire et de l'insuffisance des moyens déployés pour leur permettre d'exercer le droit de vote. Quelle est votre analyse à ce sujet? Oui, avant de répondre à votre question, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. La première chose, c'est de savoir, les téléspectateurs doivent savoir que la compétence territoriale des huissiers est limitée. Vous ne pouvez pas demander à un juge douala d'autoriser un huissier à aller poser des actes à Yaoundé. Donc il faudrait, pour que la thèse de mon copartenaire soit crédible, que l'on nous démontrera qu'on a demandé que dans tous les départements, devant les juges de TG et de tous les départements du Cameroun, qu'on doit déposer des requêtes qui ont été rejetées. Ça apporterait la preuve qu'il y a une systématisation d'un tel refus. Parce que vous avez déposé 2 requêtes et ces 2 requêtes ont été rejetées dans une zone que pour autant les instructions auraient été données sur l'ensemble du territoire pour que ces requêtes furent rejetées. Et j'ai lu la poser des actes en dehors des heures légales, point. Peu importe les raisons pour lesquelles vous demandez cette exception, et la loi le prévoit. Et c'est systématiquement qu'on l'autorise. Nous obtenons cela pour le constat d'adultère. Vous avez parlé également de la Commission nationale de recensement des voix qui, en fin de compte, est postérieure aux 72 heures que la loi vous donne. Encore une fois,
les critiques que l'on porte à une élection sont préparées d'avance. C'est pas après que... Vous savez, dans les shadow cabinets qui travaillent pour les élections en Afrique, ailleurs et dans le monde, c'est des groupes qui ne dorment pas. Il y a des veilles pour régler, n'est-ce pas? D'abord, on identifie les bureaux de vote. On forme les scrutateurs. On désigne des mandataires. On a vu des mandats arriver par téléphone. Il y a des mandataires qui ont reçu leur mandat par téléphone. Effectivement, les présidents des bureaux de vote ont rejeté cette forme de mandat, etc. Je crois qu'il y a une formation des acteurs politiques et de l'assistance aux acteurs politiques qui doit être mise en place. Parce qu'on pense qu'une élection présidentielle, c'est simplement aller déposer son dossier, payer les 30 millions et puis faire le tour du Cameroun. Non. Une élection présidentielle, c'est une élection qui requiert, n'est-ce pas, une administration extrêmement lourde. Et dans cette élection présidentielle, il y a très peu de candidats qui avaient cette machine pour pouvoir mener, n'est-ce pas, campagne sur l'ensemble du territoire. Revenons à votre question concernant les deux provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je crois que c'est un problème spécifique. Un problème qui va être traité de manière spéciale. Je crois qu'effectivement, les troubles dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest ont entraîné une atteinte forte au libre exercice du droit de vote des électeurs, nos compatriotes, dans ces deux sous-régions. Pourquoi? D'abord parce que vous avez eu des populations déplacées. Et il a bien fallu que M. le Premier ministre nous en donne un exemple extraordinaire. Parce que voilà un Premier ministre qui est inscrit dans sa localité et qui, par le fait de ces troubles-là, n'a pas pu voter et s'est déporté à Upstation, à Bamenda, pour pouvoir exercer son droit de vote. Je dis ce vote-là doit être invalidé par le Conseil constitutionnel. Je parle du vote. Ce vote doit être invalidé parce qu'il ne répond à aucun des canaux juridiques connus. Vous avez nos populations qui sont déplacées de l'intérieur. Je regrette, on n'a pas vu une structuration, n'est-ce pas, une création de bureaux de vote dans les zones de Mbanga, de Konsamba, de Bonabeli, pour permettre à ces électeurs de déplacer, de pouvoir voter. Moi, dans mon bureau de vote, il y avait des gens qui venaient de Bamenda qui n'ont pas pu voter parce que ils avaient bien leur carte électorale, ils avaient leur carte d'identité, mais la dérogation qui aurait pu avoir lieu pour leur permettre de voter n'a pas été prise. Mais il y a eu un message de l'ECAM qui a demandé à ces populations de revenir dans le lieu de résidence pour exercer le droit de vote. Que pensez-vous de la démarche entreprise par l'ECAM? Non, monsieur Nufele, je trouve que ce n'est pas sérieux. Ouais. Hein, alors que nous voyons que beaucoup d'enfants, hauts fonctionnaires de la République, ont fui ces zones-là pour venir s'inscrire dans les lycées et collèges des zones où il n'y a pas de guerre, vous demandez aux autres, retournez là-bas, à vos risques et périls, pour voter, sans mettre en place un système qui leur permet d'aller les identifier. On aurait pu mettre en place des équipes mobiles pour les identifier. Elle est quand même les moyens de faire cela, compte tenu du budget qui avait été mis en place. Donc, je pense que la question du Nord-Ouest est une question importante, qui doit faire l'objet d'un traitement à part. Mais encore une fois, je voulais dire que nous sommes dans une élection nationale. Circonscription unique. Moi, je vois beaucoup je ne voulais pas entrer dans le débat sur les annulations partielles, etc. C'est une circonscription unique. Le Conseil constitutionnel peut, parce qu'il y a eu des irrégularités, invalider des opérations électorales. Invalider les opérations électorales. Certaines opérations électorales. Le Conseil peut invalider certaines opérations électorales. Mais le Conseil ne peut pas prononcer une annulation partielle de l'élection présidentielle. Et pour quelle raison? Le Conseil dit, voici la formule. Pour ceux qui, je crois que le professeur et moi, on a fait des contentieux électoraux à Yaoundé par le passé. Le Conseil dit, il constate telle irrégularité. Les invalide. On invalide les opérations électorales. Il les invalide. Et il constate que le fait de l'invalidation de ces opérations électorales n'est pas de nature à influencer le résultat des élections présidentielles du 7 octobre et par voie de conséquent valide la dite élection. Si le Conseil constitutionnel constate que ces invalidations des multiples opérations électorales sont telles qu'on se rend compte que finalement, le nombre d'opérations électorales a influencé pour la majorité, au moins, n'est-ce pas, le résultat des élections, il annule l'élection présidentielle et le texte dit, il ordonne que dans les 20 à 40 jours, une nouvelle élection soit organisée. Moi, ce débat juridique sur
sur les antennes, moi je crois rêver. On est en train d'expliquer pourquoi est-ce que c'est partiel et non pas partiel. Il faut qu'on soit sérieux. Lorsque nous parlons de ces choses-là. Et je vais être d'accord avec le professeur pour dire que la semaine prochaine, lorsque le Conseil constitutionnel va rendre sa copie, on va se rendre compte d'une chose. Que même sur les 6 500 000 inscrits au fichier des camps, on a un gap de près de 2 millions. Sur ce petit fichier-là, on a un gap de près de 2 millions qui n'ont pas voté. Donc, par conséquent, voyez-vous, il pourrait avoir tout le débat que l'on veut sur la question de la légitimité. On va ouvrir le débat sur la légitimité. Ouvrons le débat sur la légitimité. Justement, on va en parler. Je demande et juste après vous, Edmond Kambia, sur la question de la participation des électeurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cela fait partie des motifs qui ont amené certains candidats à demander l'annulation de cette élection présidentielle. Est-ce que ces motifs, selon vous, peuvent plaider en la faveur de ces candidats? Comment analysez-vous justement le déroulement du scrutin dans ces régions du Cameroun? Il me semble que ces motifs-là sont fondés et légitimes. Ce d'autant qu'avant même le déroulement des élections, les candidats de ces partis politiques avaient essayé d'approcher Elekam pour que Elekam et ses candidats trouvent ensemble les moyens de faire participer nos frères et sœurs ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest aux élections. Le débat avait été posé. Il y avait eu des échanges épistolaires sur la question. Il y avait eu des échanges au sujet de la possibilité pour les candidats à descendre sur le terrain dans le nord-ouest et le sud-ouest pour faire campagne. Il n'y a pas eu de suite sur ce second volet. Mais sur le premier volet, Elekam a laissé croire, a donné l'espoir que c'était possible de faire voter les personnes déplacées. Et les candidats de l'opposition avaient associé même à cette initiative l'idée, s'il est possible, de faire voter les ces responsables d'autorité administrative. Si des personnes déplacées ne sont pas arrivées sur leur territoire, s'ils vous disent non, je crois qu'ils ne font pas bien leur travail. Et Elekam aurait pu les associer pour identifier les personnes qui sont arrivées des régions du sud-ouest et du nord-ouest et permettre à ses frères et sœurs venus de ces régions-là de voter. Mais il n'y a pas eu de suite. Je pense que sur cette affaire, il est important. Je crois que vous avez un problème. Faisons attention, M. Noufele. Mais vous me coupez tout le temps. Oui, Finalement, vous me permettez. Permettez qu'il vous allez réagir. N'oubliez pas que la crise anglophone, nous sommes en guerre. Dans la région du Et quand on est en guerre, on ne permet pas aux gens de voter, monsieur on ne fait pas d'élection. Attention. Mais de deux choses l'une. On ne fait pas d'élection du tout, mais quand on fait les élections, on permet aux gens de voter. Non. Et c'était possible. Vous l'avez dit ici, les camps pouvaient permettre de voter, faire voter les gens. Puisque Elekam l'a fait pour le Premier ministre chef. Si le Premier ministre a pu voter. Il a pu voter. Les déplacés auraient pu voter. C'est une question de cohérence. Non, vous voyez, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures, monsieur le bâtonnier. Le CPP a dit, nous n'allons pas aux élections tant qu'il y a la guerre dans le nord-ouest. C'est une posture qui me paraît cohérente. À partir du moment où vous y allez, il faut être conséquent. Alors, monsieur Noufele, je n'ai pas terminé. Allez-y. Je n'ai pas terminé parce qu'il y a un point important qui concerne la rencontre. Il y a eu les organisateurs, le collège des organisateurs de la conférence générale anglophone qui va se tenir le 21 et 22 novembre prochain à Buea, s'est réuni au cours de la semaine. Et parmi les points qu'ils ont soulevés, c'était la non-participation de la quasi-totalité de la population électorale du nord-ouest et du sud-ouest à ces élections. Ils exhortent la nation camerounaise et le gouvernement notamment à rechercher les causes profondes de cette non-participation et à trouver des solutions pour que cela n'arrive plus. Parce que je crains pas déroulé comme on l'attendait dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec plusieurs rapports à la fois de la conférence épiscopale, mais aussi d'autres observateurs électoraux sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quel est votre regard à ce sujet? Alors, mon regard, il est commun à la plupart de mes copanélistes ici, sauf qu'il y a des précisions quand même que je tiens à faire. Il n'y a pas de juridisme de notre point de vue sur la question de l'annulation totale ou de l'annulation partielle. C'est bien le code électoral lui-même qui fait la distinction en son article 132 lorsqu'il parle de requête en annulation totale ou requête en annulation partielle des opérations électorales. Je suis d'accord avec le bâtonnier lorsqu'il parle d'opération électorale, mais quand on parle d'opération électorale, il s'agit de quoi? On peut faire une requête pour que
des opérations électorales précises Voilà, c'est ça. soient annulées. C'est ça. En l'occurrence, on peut annuler des PV qui ont été pris en compte dans le décompte total des voix, par exemple, par la D'accord. Commission nationale de recensement général des votes. D'accord. Et donc, si on part du principe, si on part du revendiquer au sortir des urnes, sur la base d'éléments fiables à sa disposition, une victoire électorale. Et que, 72 heures plus tard, parce qu'il a également constaté, sorti des urnes, qu'il y a eu des opérations électorales qui méritent d'être annulées, qu'il dépose un recours non pas en annulation totale, ce qui aurait été incohérent cette fois-là, mais en annulation partielle de certaines opérations de vote. Simplement parce que justement, la conséquence du recours en annulation d'opérations électorales partielles peut influencer positivement le résultat sorti des urnes. Voilà ce que je voulais faire comme précision. Maintenant, en ce qui concerne les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, moi je veux bien qu'on admette que on a signé un code de bonne conduite au départ. Mais quand on indique soi-même, excusez-moi, quand on indique soi-même que la loi a été appliquée à géométrie variable, parce qu'on est Premier ministre chef du gouvernement, on a pu bénéficier d'une entorse à la loi pour voter dans un bureau de vote où on n'est pas inscrit, et qu'on dise que par rapport aux autres populations, elles doivent nécessairement rentrer là où elles sont inscrites pour voter, je trouve qu'il y a un problème. Autre chose, et ça concerne les démarches des acteurs politiques. Il y a eu un certain nombre de positions qui ont été prises par rapport à l'élection présidentielle. Évidemment que tout le monde savait qu'elle allait arriver en 2018. Il y a ceux qui ont dit qu'ils n'y vont pas. C'est une posture respectable. Mais il y a également ceux qui se sont dit, avec l'expérience politique du Cameroun, on a vu ce que nous a causé comme tort la politique de la chaise vide. Troisième chose, on reproche aujourd'hui de mettre en lumière les irrégularités du processus électoral, soit disant qu'on aurait dû le faire avant le scrutin. Je voulais indiquer ici qu'en 2016, avec précision, le professeur Maurice Kamto avait lancé, ici même à Douala, la campagne nationale de pétition pour la révision du code électoral. À l'issue de cette pétition, le professeur Kamto avait déposé sur la table du gouvernement, du président de la République et un certain nombre d'acteurs de la scène politique, les signatures obtenues, dont l'objectif était d'amener les pouvoirs publics à éviter justement qu'on aille dans un processus électoral vicié, parce que tout le monde savait très bien que les règles du jeu ne sont pas justes et équitables. Personne n'en a fait cas. Aujourd'hui, qu'on arrive dans une élection avec justement ce qu'on a vu venir jusque-là, vous reprochez aux acteurs de vouloir se battre avec les règles qui existent. Et je précise encore une fois, les règles qui existent, il ne faudrait pas que les Camerounais croient qu'il n'y a que le code électoral comme loi dans ce pays. Ah justement, sur ce sujet, professeur Michel Tekam, vous avez suivi les analyses qui ont précédé sur le fait que le Conseil constitutionnel ne pourrait prononcer, selon le bâtonnier Charles Tchongan, une annulation partielle ou au total de cette élection. Il fonde son analyse sur l'expérience que vous avez des contentieux électoraux au Cameroun. Cependant, c'est la première fois que ce Conseil constitutionnel va se prononcer sur une élection présidentielle. Durant les années antérieures, c'était la Cour suprême. Quels peuvent être les enjeux d'un tel contentieux post-électoral cette année? Pour ma part, je pense que, comme l'a dit le bâtonnier, la loi, c'est la loi. En allant aux élections, vous en acceptez les règles. Il ne faut pas, comme dit le représentant du MRC, croire que la loi a été invalidée d'un côté. Moi, je pense que même la déclaration de résultat, moins de 24 heures après le résultat, c'est une violation de la loi. Pourquoi elle n'est pas négligeable? Avec votre respect de quelle non, loi, non, professeur? si, Permettez laissez-moi qu'il aille finir. jusqu'au bout, je vous en prie. Pas fini. On en Pour parlera. quelqu'un qui est professeur de droit et qui sait très bien que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame le résultat, moi je trouve ça vraiment gravissime. Parce que si on veut être président de la République, il faut commencer par respecter les règles du jeu. Quand on s'auto-proclame tireur de pénalty, qui a sifflé le pénalty? On ne peut donc pas être juge et parti. C'est pour dire que, comme a dit le bâtonnier très éloquemment, en allant à ces élections, vous acceptez les règles du jeu mises en place par le RDPC et qui impliquent des fraudes. Il y a des bureaux fictifs, on le sait. Il y a des résultats trafiqués, on le sait.
Mais si vous le saviez et êtes allé là-bas, ne vous plaignez pas. Est-ce que vous ignorez le fait que la possibilité pour ces candidats de démontrer ces irrégularités afin d'amener le Conseil constitutionnel à pouvoir invalider ces opérations électorales? Une vérité tout à l'heure. Est-ce que tous les candidats de l'opposition, entre guillemets, se sont mis d'accord pour être présents dans tous les 24 000 bureaux? Je ne crois pas. C'est la pierre d'achoppement de l'opposition en matière électorale. C'est de ne pas pouvoir être présent dans tous les bureaux. Comment appréciez-vous ce qui s'est passé? Comment la presse a traité ce sujet? D'abord, je pense que la presse a été dans son rôle en dénonçant ces manipulations. C'est une piètre manipulation qui ne rend service à personne. Parce que même lorsque vous posez la question à qui profite le crime, vous ne voyez pas. Ça ne profite ni aux RDPC ni aux autres partis politiques. Donc moi je pense que c'est une affaire de gros sous comme d'habitude. Ce sont des amis qui sont mis quelque part, ils sont dit on va grignoter un peu d'argent. On a pris des gens qui ont pris leur carnet d'adresse, ils ont appelé des amis aux États-Unis, d'autres qui venaient de Belgique, etc. Quand vous voyez le panel, vous voyez bien que c'est des touristes. Ce sont des touristes qui sont venus passer du bon temps au Cameroun. Et puis, entre-temps, on leur a tendu le micro. Bon, comment se fait-il qu'un individu qui vient en observation électorale, d'abord, il est acté qu'on ne fait pas une observation électorale seul. Vous devez être au moins 3, selon la règle établie, pour pouvoir constater le même fait, pour qu'au moins la majorité puisse dire que ce fait-là, effectivement, a été observé au moins par 2 des 3 observateurs. Un qui se retrouve dans un lycée ou dans un collège, l'autre qui se trouve à Boya, en train de manger son petit poisson, après, il est protégé par nos forces de défense et de sécurité, c'est quand même extraordinaire. Donc, je pense qu'il faut que nous traitions cette affaire, au-delà du traitement que la presse, il faut que nous en appelions au procureur de la République. Ces messieurs doivent être interpellés. Ils doivent être interpellés, ils doivent être entendus, pour que l'on sache qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fin de compte, on a traité cette affaire sous le prisme, n'est-ce pas, de la plaisanterie, en passant, c'est très grave. C'est très grave. À l'heure où je vous parle, nous avons une autre élection en Côte d'Ivoire. Regardez comment ça se passe là-bas. Les résultats ils ont voté hier. Les résultats ont déjà commencé à tomber ce matin. Donc, par conséquent, il y a des manquements, n'est-ce pas, à la règle de conduite aux élections qu'il faut dénoncer. En même temps que nous dénonçons les dérives faites par certains candidats, en même temps nous considérons que si effectivement les informations que nous avons sont exactes, il faut que des sanctions tombent. Parce qu'il y a des responsables. Vous ne pouvez pas valider ou agréer un groupe de touristes pour les faire passer pour des observateurs internationaux en usurpant, n'est-ce pas, le titre d'une organisation qui n'a jamais été tendre avec le Cameroun. Et c'est là aussi, je fais un clin d'œil à mon ami Akele pour dire que quand même, il aurait pu quand même nous alerter sur ce fait. Justement. Je dis que, moi ça m'a tellement choqué que je me suis dit, donc tout est possible dans ce pays. Tout est possible. Alors, la nouvelle expression cette semaine parle de Transparency Gate. Le Messager évoque l'affaire Transparency International. Le Mutation dit que c'est une honteuse manipulation qui a été rendue publique. Edmond Kambia, qu'est-ce qui ressort de l'enquête menée par la nouvelle expression sur ceux qui sont dans l'ombre et qui ont attisé cette manipulation? Effectivement, la presse n'a pas laissé passer cette bourde. En réalité, elle est honteuse. Cela ne rend pas service au Cameroun. Ça ne rend pas service à notre image. Ceux qui sont derrière cette histoire, nous n'allons citer personne, mais nous avons donné un certain nombre d'informations qui permettent de savoir d'où ça vient. Et nous pouvons vous dire que les personnes qui se sont faites passer pour Transparency International ne sont plus dans ce pays. Ils sont partis. Ces gens-là sont partis. Ceux qui les ont fait venir, les ont fait partir. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Mais en réalité, nous nous rendons compte dans cette élection qu'il se passe tellement de choses. Mais en même temps, je mets cette grossière, j'allais dire, bévue, ou alors cette gaffe qui est sortie des nids, parce que c'était caché, tapis quelque part, jusqu'à ce que la presse ressorte ça, dans la sortie de Maurice Kamto. Parce que s'il n'avait pas fait cette déclaration le lundi, qui a fait paniquer le landerneau politique, le sérail, on n'aurait pas pu vivre ce qu'on a vu là. C'est-à-dire qu'on a pu dénicher des faux observateurs
parce que Maurice Kamto a fait cette sortie. Et j'ai essayé cette occasion pour dire à M. Jean-Michel Tekam que je suis plutôt surpris par ses propos au sujet du professeur Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto n'a jamais proclamé les résultats. Il sait très bien qu'il n'en a pas qualité. Il sait que c'est le Conseil constitutionnel qui arrête et proclame. Non, permettez que je précise mon propos. Parce qu'il y a toute une confusion sur cette histoire. Mais il me semble. Non, il va parler. Je suis analyste politique, je donne mon point de vue. Il a le temps de parler. Je ne défends pas Maurice Kamto. Je parle sur les faits. Je parle du droit. Allez-y, M. le bâtonnier. Il aurait pu reconnaître. Parce que le code électoral est clair. L'article 137 dit que du code électoral dit que c'est le Conseil constitutionnel qui arrête et proclame les résultats dans les 15 jours qui suivent la clôture du scrutin. Il y a l'article 113 qui dit qu'après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Les Camerounais sont en droit de savoir ce qui s'est passé dans chaque bureau de vote au soir du vote. Peut-on interdire de rendre public quelque chose qui est déjà public de par la loi? Il n'est pas possible d'interdire de rendre public ce qui est rendu public. Non, je vais dire une chose. La proclamation des résultats obéit à une procédure. Qui a sifflé le pénalty? Vous permettez que je parle? J'aimerais que vous m'expliquiez. Est-ce que vous permettez que je parle, M. Tekam? Mais vous avez la parole. M. Tekam. Edmond Tam a la parole. Edmond, Le allez-y. professeur Kamto n'a jamais proclamé le résultat parce qu'il n'en a pas qualité. Ah là 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 là. Il n'a jamais proclamé. En tout cas, vous faites l'avocat du diable. Ses propos. Nous avons tous entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, Professeur Michel Tekam, permettez à Edmond de pouvoir s'exprimer. Allez-y, Edmond. Soit de bonne foi. Des téléspectateurs sérieux nous écoutent. Mais alors. M. Tekam. Et j'ai du respect et de l'estime pour vous. Et vous Moi le aussi, savez. moi aussi. Permettez-moi de vous dire que vous vous êtes trompé Sur quoi? sur votre affirmation. Il n'a pas tiré de pénalty. Il a tiré le pénalty. Et qui Mais il n'a pas proclamé les résultats. Alors, la presse, C'est deux choses différentes. Qui a sifflé le Edmond pénalty? et professeur Michel Tekam, je vous en prie, messieurs. Qui a Cette sifflé le semaine, pénalty? la presse a évoqué la victoire de Maurice Kamto après ses propos lors d'une conférence de presse tenue lundi. Et à la une du quotidien Le Jour, les propos de Maurice Kamto, il a marqué le penalty. Et du coup, il y a eu la controverse autour de l'interprétation de ses propos sur ce plateau avec nous, Maître Roland Djiou. Ces propos continuent d'alimenter un débat assez tranché concernant l'interprétation, le sous-entendu et l'implicite de ces propos du professeur Maurice Kamto. Qu'en est-il exactement? Alors, ce qu'il en est, c'est ce qui a été dit, M. Noufélé. Et je crois que le professeur Kamto a été suffisamment clair dans sa déclaration. Que d'ailleurs, je crois que beaucoup n'ont pas eux-mêmes suivi. Beaucoup ont écouté ce qui a été rapporté de ce que le professeur Kamto aurait dit. Ils ne l'ont pas entendu lui-même. Ce qui s'est passé, c'est simplement que, sur la base des informations qui lui sont revenues dans son QG, le professeur Kamto a déclaré avoir marqué le penalty. Voilà ce qui a été dit. Que vaut cette déclaration? Est-ce que ça vaut proclamation des résultats? Le bon sens de chacun répondra à cette question. Est-ce que ça vaut publication des résultats? Je dirais la même chose. Mais ce que je veux indiquer, c'est que le professeur Kamto aurait pu, ce jour-là, reconnaître sa défaite. On aurait été exactement dans le même cas de figure du point de vue de la légalité. On aurait été dans le même cas de figure de savoir s'il a le droit de reconnaître sa défaite. On ne m'aurait pas dit, et j'en suis convaincu, que le professeur Kamto a violé la loi s'il avait dit « je reconnais ma défaite ». On dit qu'il a violé la loi simplement parce qu'il dit qu'il a marqué le penalty. Ça c'est d'un. De deux, je ne peux pas me taire lorsqu'on dit par exemple que le problème de cette élection c'est le fait que les partis politiques d'opposition n'aient pas eu de scrutateurs. Le dit veut dire simplement que nous sommes tous d'accord dans ce pays que les CAM n'est pas neutre. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Parce que à part les membres, à part les représentants des partis politiques dans les bureaux de vote, il y a l'administration qui a un représentant, un scrutateur lui aussi. Mais il y a également le PV de l'ECAM. Je vous pose la question, est-ce que le professeur CAM, au plus tard à minuit, il n'y a aucune opération de dépouillement qui s'est faite le 8? Tous les bureaux de vote ont rendu leur copie le 7 octobre. Et l'ECAM a la possibilité de disposer de kits d'inscription sur les listes électorales, des kits électroniques. Mais l'ECAM aurait aussi pu munir les 25 000 bureaux de vote de ne serait-ce que de téléphones portables équipés d'applications pour centraliser les résultats et donc faire la compilation de manière automatique, de telle sorte qu'une fois que ces opérations électorales sont finies dans les bureaux de vote le 7 au soir, que lui-même et l'ECAM puissent avoir la géographie générale des élections le même jour. Mais on refuse d'aller vers ce sens-là.
On oblige les candidats à organiser eux-mêmes leur logistique pour centraliser ces résultats-là qui seront rendus publics dans les bureaux de vote pour avoir une certaine vue globale à leur QG. Et c'est ce que le professeur Kamto fait. C'est ça qui lui permet, le 8 d'ailleurs, le 8, dans l'après-midi, c'est-à-dire qu'il a eu le temps, toute la nuit et toute la première partie de la journée, pour centraliser les informations sorties des urnes. Il a donc le temps, toute cette journée-là, pour faire la déclaration qu'il a faite. Je pose une autre question. Aujourd'hui, on dit qu'il n'était pas possible qu'ils le disent en ayant tous les PV. Est-ce que donc c'est un débat sur la légalité de la déclaration ou bien sur le fait que cette déclaration est-elle justifiée? Justement, vous avez évoqué tout à l'heure des explications, selon votre entendement des propos du professeur Maurice Kamto. Professeur Michel Tekam, est-ce que ces explications vous ont convaincu sur l'orientation donnée à cette démarche effectuée par le professeur Maurice Kamto le 8 octobre, au lendemain de cette élection présidentielle? Moi, je pense que j'ai posé la question à M. Edmond, qui a sifflé le pénalty. On ne peut pas juger parti. Faute pour un professeur de droit. On n'a pas à proclamer des résultats positifs ou négatifs tant qu'on n'est pas qualifié. Il est dit dans le code électoral que c'est le Conseil constitutionnel. Donc il fallait avoir la patience nécessaire, digne d'un chef d'État, pour attendre que le résultat soit proclamé par qui de droit. Alors, certains journaux, cette semaine, ont parlé d'un suicide politique de la part du professeur Maurice Kamto. D'autres l'accusent d'avoir violé justement ce code électoral, bâtonné Charles Tongron. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce sillage-là au regard des mots choisis par le professeur Maurice Kamto dans sa déclaration au lendemain de l'élection présidentielle? Non, je ne prendrai pas parti ni sur le suicide, ni sur je ne sais pas quoi d'autre. Je voulais quand même dire des choses. Nous sommes des gens ordinaires, des gens normaux. Nous devons être sérieux. Moi, ce qui me dérange dans ce débat, c'est d'abord l'excès des replis identitaires dans les discours des uns et des autres. La première chose, que je condamne de la manière la plus ferme. Ce que je note aussi, c'est quand même que les représentants du professeur Maurice Kamto ont des langages en fonction des personnes qui interviennent. Moi, j'ai envie. Et je voudrais dire ça pour ajouter deux choses qui échappent à tous vos panélistes sur vos plateaux. Il a dit autre chose. Il a invité le président en fonction à faire en sorte que la passation de service se fait, que la transition de passation de pouvoir se fasse dans le calme. Troisième affirmation, il a invité l'armée et l'administration à accompagner cette transition. Donc, quand je vous vois débattre sur, il a dit qu'il a gagné, qu'il n'a pas gagné, il a proclamé ou n'a pas proclamé, non. Il est clair qu'il a acté de ce qu'il est président de la République. Moi, je lis dans les réseaux sociaux, je vois comment ces lieutenants disent. Je vois même des organisations qui envoient des félicitations au président de la République élu. Je vois comment M. Njamé, n'est-ce pas, il dit que M. Kamto est président élu. Donc, il faut savoir dans quelle est la posture officielle. On joue à quoi? Parce que ce juridisme, il consiste à dire, si 113 autorise l'affichage d'application dans tous les bureaux de vote, c'est acté. Mais il y a un mécanisme de compilation des PV. Il y a des commissions départementales, il y a une commission nationale qui vient de finir son travail. Je crois que pour la plupart d'entre nous qui sommes à l'écoute de ce travail, nous savons tous quels sont les résultats. Mais nous ne sommes pas autorisés à en parler. Alors, bâtonnier, et je voulais observer dans la presse, je voulais ajouter qu'il y a eu également des partisans d'autres candidats qui ont également souligné le fait qu'ils sont élus du peuple quelques heures, 24 heures après l'élection présidentielle. D'autres qui estiment que 80% des urnes ont parlé en faveur du président sortant, candidat à sa propre succession. Comment expliquer ce caractère, cette attitude hâtive des différents camps politiques à se prononcer de cette manière, alors que la loi proscrit une telle démarche? Ce sont des dérives que nous devons condamner. Ce n'est pas parce que nous condamnons la sortie qui m'apparaît plus comme une posture politique de M. Kamto, que nous ne condamnons pas la posture de Cabral et autres candidats qui ont donné l'impression de dire qu'ils ont gagné. J'ai même vu
le professeur, le ministre Adamou Ndamjoua a indiqué que si les camarades faisaient son travail correctement, c'est lui qui serait proclamé élu. Même condamnation. C'était un fake news. Non. Mais il y a une sorte. Oui, donc peu importe. Je veux dire que vous voyez que il y a là une pollution de l'espace politique qui est liée à la crédibilité des personnes qui affirment. Parce que quand même, le professeur Maurice Kamto, c'est quelqu'un de respecté. Donc sa parole n'est pas res nullus. C'est une parole qui est entendue et respectée à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que le fait qu'il ait affirmé qu'il a gagné, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le fait qu'il ait invité le président sortant à préparer la transition, et le fait qu'il ait invité l'armée et l'administration à l'accompagner dans sa prise de pouvoir, est quelque chose, tout simplement, une déclaration tout simplement allégorique, pour reprendre la formule de Kanga. Donc, par conséquent, je crois qu'il faut être extrêmement clair sur ces questions-là. Notre code électoral, il est perfectible. Mais dans l'état actuel de ce code, il est dans la lettre et dans l'esprit du législateur qu'il n'appartient qu'au Conseil constitutionnel l'autorité exclusive de proclamer les résultats après la compilation, n'est-ce pas, des différents projets. Ce qui n'enlève rien au personnage dans son entièreté, c'est-à-dire le juriste chevronné qui est connu. Dans l'explication de l'article du Messager, qui met l'accent sur l'aspect politique, je pense que c'est également bien pensé d'expliquer dans ce sens, de commenter l'actualité dans ce sens. Parce qu'on peut également l'analyser comme un coup de poker politique. Puisque par la suite, on a vu les résultats qui ont suivi sur le plan politique. Pourquoi? Parce que immédiatement, le même jour, le même lundi, on a convoqué la Commission nationale de recensement général de vote. Les membres ont été convoqués pour le lendemain. 2. Très vite, dans les heures qui ont suivi, la presse a dégoté le lièvre. C'est-à-dire les imposteurs, les faux observateurs qui venaient observer, entre guillemets, les élections pour Transparency International. Il y a eu une série d'événements. Il y a eu des déclarations graves qui rentrent dans ce que le bâtonnier a appelé le repli identitaire, sur lequel je dirais un mot tout à l'heure. C'est-à-dire, l'action politique de Maurice Kamto a permis une célérité dans l'action qui est en train d'être menée, c'est-à-dire dans l'acheminement des PV vers la hiérarchie, c'est-à-dire vers la Commission nationale de recensement général de vote, qui est pratiquement en train d'achever son travail. Parce qu'il me semble, avec l'expérience de l'observation des acteurs politiques, et notamment des commissions départementales, Commission nationale de recensement général de vote, avec l'expérience que j'ai, si cette déclaration n'avait pas été faite ce jour-là, et de cette façon, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu une célérité. Il y aurait eu une célérité. Ça, c'est l'observation que je fais. Et je reste dans les faits. Les faits sont sacrés. Je dis, c'est l'observation que je fais après 30 ans d'observation et de couverture des médias, des élections présidentielles. On aurait attendu plus de 15 jours alors pour programmer les résultats. Ça aurait probablement traîné. Et il faut le dire également. Et on sait dans ce pays comment est-ce que le parti au pouvoir se comporte en matière de fraude. C'est pas un argument, on sait dans ce pays. Et je reste sur le terrain politique. Mais c'est pas un argument. Pour expliquer l'article qui a été fait par mes confrères de messagers. Pour dire qu'en réalité, beaucoup de choses ont pu se passer grâce à cette déclaration. Mais pour le reste, tous les commentaires qui ont été faits, chacun a son point de vue. Chacun a donné son point de vue. Je vais mettre l'accent sur le repli identitaire pour dire que dans cette élection, j'ai vu ce que je n'ai pas vu depuis plus de 20 ans, plus de 26 ans. Depuis les années 90, je n'avais pas vu ça. Un repli identitaire, la stigmatisation. Aujourd'hui, j'observe qu'une élite bourgeoise au pouvoir, du RDPC notamment, et des partis assimilés, s'est mise à stigmatiser une communauté ethnique du Cameroun. Je vais la citer, les Bamileke. Je ne sais pas si c'est parce que Maurice Kamto est de ce groupe ethnique que cela a pu se passer ainsi. Mais je relève la coïncidence tout de même. Pour dire que c'est très grave ce qui s'est passé. Ce que nous sommes en train d'observer depuis quelques jours. On a vu même des chefs traditionnels de certaines contrées se lever pour condamner, comme un seul homme, la déclaration qui a été faite par Maurice Kamto, peut-être parce qu'il est Bamileke. Mais j'observe de plus en plus que de bout en bout, ce que Feu Ateba Yene a dit dans les paradoxes du pays organisateur sont en train de se révéler. Cet homme était un prophète, Ateba Yene. Il a dit qu'il y a une minorité des régions du centre et du sud
de la région de Paul Biya, qui s'est accaparé tout. Paul Biya les a nommés, en réalité, pour servir la nation, pour servir la République. Et ces gens-là, Monsieur Batoni, vous permettez que je parle? Je m'adresse quand même aux Je suis pas en train de téléspectateurs. rester sur un plateau où vous êtes en train de stigmatiser des individus. Je constate une chose, Monsieur Batoni. Je ne peux pas. Et je peux dire ici Je ne peux pas accepter. que je ne généralise pas. Je n'ai pas généralisé. J'ai dit c'est une minorité parmi eux. Ceux-là qui ont des postes de pouvoir, ce n'est pas tout ce groupe ethnique. Je dis c'est une minorité qui écrase même, qui misère même leurs propres frères. Et je citais Ateba et pour dire qu'en réalité, ils ont miséré même leurs propres frères. Et ils se mettent au devant de la scène aujourd'hui pour stigmatiser les Bamileke. Alors justement, il faut condamner cela, monsieur. Il y a cette affaire de... Je n'ai pas terminé, monsieur Noufélé. Je vous Pour en dire prie. qu'en réalité, je vais terminer, je vais chuter. Allez-y Donc, rapidement, Au-delà les autres de réagir. Au-delà de tout ce que j'ai pu dire, il y a ce que le professeur Fabien Eboussi Boulaga et même qui vient de décéder, et je lui rends hommage, c'est un intellectuel chevronné qui est décédé hier samedi, appelé la tribu du ventre. Célestin Monga également parle de la tribu du ventre. Mongo Bétier également parle de la tribu du ventre. Pour dire qu'au-delà de ce groupe ethnique qui a trahi Paul Biya, en qui il a fait confiance, qui ont eu tous les postes de directeurs généraux, de ministres de la République, et qui aujourd'hui stigmatisent une communauté parce qu'ils n'ont pas pu faire le travail que Paul Biya leur a donné. Aujourd'hui, Paul Biya ressort tout simplement pour le libéralisme communautaire qui date de 87. Pourquoi est-ce que dans la campagne, c'est son ouvrage qui est sorti? C'est parce que cet ouvrage n'a jamais été appliqué par ceux qu'il a appelé à servir à la nation. Alors, à votre suite, justement, Maître Roland Djéhou, sur les contestations qui sont faites sur ce plateau concernant la sortie du professeur Maurice Kamto, vous avez suivi le bâtonnier Charles Tchongan et le professeur Michel Tekam qui estiment que Maurice Kamto a outrepassé a violé les lois au Cameroun et qu'il devrait attendre, comme tout candidat, respectant le code électoral, les 2 semaines qui sont prévues, délai imparti, pour que le Conseil constitutionnel puisse s'exprimer et puisse proclamer les résultats de cette élection présidentielle. Merci, monsieur Noufélé, parce que sur la question, je n'avais pas pu aller jusqu'au bout de mon propos. Je voulais dire aux Camerounais qui nous regardent que nous, on les prend au sérieux. Ils sont pas dupes. Vous avez vos enfants à la maison qui sont scolarisés, qui composent en 10 matières. Et les professeurs leur ont remis les 10 copies avec les notes dessus. Le Conseil constitutionnel ici, c'est un peu le jour des bulletins. Mais chacun, quand il reçoit ses copies, peut dire à son père, papa, j'ai passé. Parce que j'ai calculé ma moyenne, j'ai passé. Vous voulez me dire que cet enfant-là aurait dû attendre sagement le jour des bulletins pour dire à son père, bon papa, voici le bulletin, j'ai passé, alors qu'il peut le savoir avant. Personne n'a jamais dit qu'il revient à cet enfant de se délivrer lui-même un bulletin. Ne faisons pas croire aux Camerounais que nous sommes plus intelligents qu'eux. Non. Autre chose, le processus électoral tel qu'il avait été pensé par la machine de fraude, c'est comme un tunnel noir. Où lorsque vous entrez le jour du vote et vous ne ressortez qu'à la proclamation des résultats 15 jours plus tard. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans le tunnel? Seul Elekam le sait. Pour peu que le professeur Kamto ait jeté de la lumière dans ce tunnel sombre, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des choses graves. On a vu, justement, un gouvernement s'activer dans tous les sens pour expliquer la loi aux gens. Il n'a jamais cru devoir le faire avant, mais il a cru devoir nous expliquer désormais que seul, je veux bien insister sur cette façon d'interpréter la loi. On se permet d'ajouter des articles au code électoral. On se permet de faire dire au code électoral qu'il a dit seul, qu'il a dit que c'est de manière exclusive. Pourtant, c'est toujours le même code électoral, c'est-à-dire une disposition de la loi plus tôt, qui dit que le résultat est acquis. Acquis dans le bureau de vote et rendu public. Je veux bien qu'on souligne ces 2 mots. Acquis et rendu public. Troisième chose, je m'en voudrais de ne pas intervenir sur le Transparency Gate. Voyez-vous, à qui profite le crime? Ce n'est pas très difficile de le savoir. À qui profite le crime? On a fait croire que c'était une bande de touristes qui en fait s'est retrouvée là un peu par hasard. Non, je n'y crois pas du tout, même pas une seule seconde. On a très bien vu qu'il y a eu une conférence de presse sur un média que vous connaissez, le média de service public, pour mettre en scène ces touristes, entre guillemets,
Et on leur a fait dire sur ce média, au lendemain, c'était le lendemain de la déclaration du professeur Kamto, on a fait dire à ces touristes-là que tout s'était bien passé, que le scrutin s'était déroulé de manière convenable et qu'il n'y avait pas lieu d'avoir des suspicions, etc. Et je suis d'accord avec M. Kamgia lorsqu'il dit que s'il n'y avait pas eu cette déclaration, on n'aurait pas eu toute cette précipitation. On n'aurait peut-être même pas débusqué le Transparency Gate. Parce que je trouve quand même relativement idiot, permettez l'expression, que sachant très bien qu'il y a Transparency International au Cameroun, c'est-à-dire avec des représentants connus, parmi lesquels un allié d'un candidat à l'élection présidentielle, et qu'on prenne quand même le risque de présenter à l'opinion publique au cours d'une conférence de presse dans le média de service public qu'on a des observateurs de Transparency, prenant donc le risque de se faire contredire de la manière la plus simple qu'elle soit. Parce que voyez-vous, le bâtonnier Akeremouna a quand même été de Transparency International. Alors il aurait pu même simplement s'étonner du fait qu'il voit une conférence de presse dite de Transparency International sans le représentant local de la dite institution. Il aurait au moins pu s'étonner de cela. Mais la précipitation que la déclaration du professeur Kamto a suscité chez les membres de l'establishment ne leur a peut-être pas permis de réfléchir à toutes les incidences. Mais M. Kamgia donne une information qui est encore plus grave lorsqu'il dit que ces personnalités auraient été déjà exfiltrées du Cameroun. C'est tellement grave parce que c'est la bourde de plus. Si le gouvernement s'était fait piéger, si le gouvernement était de bonne foi, c'est ce gouvernement lui-même qui aurait dû nous dire, écoutez, ceux-là sont des usurpateurs, ils nous ont présenté des fausses accréditations de Transparency, et parce qu'ils nous ont donc trompés, nous devons les sanctionner. On ne les aurait pas exfiltrés. Mais depuis ce jour-là, vous avez bien observé avec moi que ces médias qui, plutôt, présentaient ces fameux observateurs-là, constitutionnel, il y a ce débat qui enfle sur le tribalisme autour de certains candidats au Cameroun. Je vous en prie, permettez d'abord à professeur Michel Tekam de pouvoir réagir sur Jean-Michel Tekam, je vous en prie, de réagir sur cette question concernant le tribalisme et le repli identitaire. Le bâtonnier l'a souligné. Non. Je lui ai posé une question. Au lieu que vous me répondiez, vous commencez à dire on a profité du fait que la bavure des intrigues, c'est de ça qu'il s'agissait. Donc c'est pour dire que la façon dont Edmond Kamgia m'a pris à partie, jusqu'à dire qu'il est surpris par mon parti, je soupçonne justement qu'il soit lui-même victime d'un repli identitaire. Parce que nous sommes en politique, mon cher ami. Et je suis désolé, parce que vous voulez nous faire croire que du jour au lendemain, la parole de Kamto est devenue parole d'évangile. Il faut en faire l'exégèse pour justifier les autres. Non, je suis désolé. Pour moi, il y a faute. Et de la part d'un juriste, c'est grave. Et qu'est-ce qui justifie justement comment vivez-vous ces derniers jours? Pourquoi? C'est le plus. Mais justement, parce que tout à l'heure à la radio, je rappelais ce que Lamberton avait dit. Lamberton avait dit que le Cameroun allait à l'indépendance avec un caillou dans la chaussure. Ce qui est une façon de stigmatiser les Bamileke. Je ne pense pas que le moment soit venu aujourd'hui de dire « Ah, nous, enfin, notre tour est venu ». Non. Il faut défendre ce qui est... En tant qu'UPC, je défends la nation. Je ne défends pas la tribu. Et je crois que dans l'enthousiasme ethnocentrique que l'on a ressenti derrière Kamto, je me serais attendu plus à des arguments politiques que d'autres. Or, vous semblez me faire croire que non, parce que c'est Kamto, il fallait dire qu'il avait raison, il peut dire n'importe quoi à contre-temps, parce que c'est lui. Je suis désolé, monsieur. Alors, bâtonnier Charles Tougan, sur ces replis identitaires que vous observez sur les réseaux sociaux et dans les discussions politiques concernant ces batailles annoncées au Conseil constitutionnel avec une montée inquiétante du tribalisme, particulièrement en cette période. Quelle est votre analyse et quel discours faut-il tenir dans ce contexte-ci? Je crois d'abord qu'on ne peut pas déclencher un processus et nier ses effets dévastateurs. Parce que c'est cette cause-là qui a entraîné toute cette réaction en chaîne. Qu'il s'agit de faux électeurs, de faux observateurs, ou qu'il s'agit de ces replis identitaires qu'on a observés avec des rappels à une histoire qui fait mal à tous ceux qui connaissent l'histoire de ce pays. Je voulais simplement dire ceci, c'est que la politique c'est 4 choses, n'est-ce pas? La sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Lorsque vous n'avez pas ces 4 piliers pour faire de la politique, c'est que vous n'êtes pas un homme politique.
Merci bâtonnier Charles Tchungan. Merci également à vous Edmond Kamgia, éditorialiste à La Nouvelle Expression. Vous tenez à dire un mot en quelques secondes, je vous en prie, avant qu'on ne puisse mettre fin à cette émission. Je voudrais tout simplement dire que lorsque j'ai parlé de la tribu du ventre ici, cela concerne des personnalités originaires de tous les groupes ethniques. La tribu du ventre. La notion de tribu du ventre est de Célestin Bonga. Elle a été utilisée par d'autres intellectuels. Mais j'ai fustigé une minorité ethnique qui a trahi Paul Biya. Et ça, c'est deux choses différentes. Merci Edmond Kamgia, éditorialiste à La Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse. Merci à vous, professeur Jean-Michel Tekam, qui est venu sur ce plateau. Vous dirigez l'Université des Montagnes également. Vous êtes analyste politique et militant engagé de l'Union des populations du Cameroun. Merci à vous, Roland Diéou, avocat et militant au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.